Donc nous ne sommes pas simplement dans l'aspect culturel qui vient pour du loisir, ou qui vient comme une fois qu'on a satisfait des besoins dits primaires ou secondaires, mais on est au cœur du sujet, on est au cœur des choses, on est au cœur de la sensibilité, on est là où les libertés naissent. Alors je prends ici comme deuxième image cette petite sculpture comme ça, une sculpture fribourgeoise qui s'appelle donc l'enveloppe, pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement de, quand on dit développer, je prends le terme au sens portugais, on va dire désenvelopper, oui. Il s'agit de désenvelopper cette puissance qui en soi, parce que, et la puissance, elle est fragile. C'est facile d'éteindre l'imaginaire d'un enfant, c'est facile d'éteindre la capacité de liberté. Pourquoi? Parce que liberté, c'est toujours un risque. C'est facile de désespérer, c'est facile de dire à quelqu'un qu'il est idiot, etc., etc. C'est facile de ne pas reconnaître, c'est facile d'humilier. Donc, quand quelqu'un est pauvre, quand il est en situation de souffrance, pour une raison ou une autre, eh bien, cette puissance, elle est là, elle est abîmée. Et vous ne pouvez pas simplement lui dire, allez, bouge-toi un peu, arrête de boire, par exemple, ou fais un peu de volonté. Il n'est pas là, sa volonté. Donc, il s'agit de désenvelopper doucement, comme on peut désenvelopper un corps malade, un corps brûlé, et pour aller permettre à chacun, à ce qu'il a au fond de lui-même, de trouver ses moyens d'expression, de trouver sa puissance culturelle. La troisième image qui m'introduit sur mon premier point, c'est encore une sculpture d'un fribourgeois, excusez, il faut que j'exporte un peu, je n'ai pas le pourcentage, surtout qu'elle doit être très chère, celle-là, elle est grosse. C'est à l'intérieur d'une banque chez nous, ça s'appelle La Question, donc ça veut dire que c'est une image de la torture. Vous voyez quelqu'un qui est en train d'écarteler ces déterminismes, qui le saisissent, qui le prennent, pour dire que notre propos, ça rappelle d'un propos gentil, en disant on peut tous faire un épanouissement, un désenveloppement culturel, et puis tout le monde va être beau, il est gentil. Non, pourquoi? Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Parce que cet infini-là, comment on se situe par rapport à un savoir infini? C'est bien plus facile d'avoir chacun son cadre, hein, et pas seulement dans une administration, dans la vie quotidienne, dans une association, partout. Et donc, toute institutionnalisation, toute collectivité, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, dans une entreprise relativement grande, une association relativement grande, ou ailleurs, voire même dans une famille, toute collectivité a des puissances que j'appellerais de neutralisation, hein, pour se sécuriser. Voilà. Et donc on a des mots qui ont un sens précis, point à la ligne, hein, et on a un vocabulaire souvent binaire. Et à ce moment-là, vous avez des logiques de déterminisme qui font qu'on est obligé de vivre dans des cases. Or, nous sommes ici en termes de liberté. Les libertés culturelles sont les libertés les plus fondamentales parce qu'elles fondent toutes les autres. N'est-ce pas? C'est bien beau de revendiquer la liberté d'expression, mais si vous ne maîtrisez aucun moyen d'expression, que vaut-elle? C'est bien beau de dire vous êtes libre de vous exprimer, vous êtes libre d'aller voter. Mais si, comme en Suisse, on est le pays où on vote le plus souvent au monde, mais en réalité, il y a plus ou moins entre 20 et 30% des gens qui se déplacent pour aller voter et qui n'ont pas du tout la formation à la citoyenneté qui serait nécessaire si on veut prendre part aux décisions publiques pour toutes les communautés politiques. Eh bien, à ce moment-là, ça ne va pas. Oui. Vous avez plutôt une logique d'opinionnite et de combat idéologique et de libertés qui ne sont pas des libertés instruites. On parle de droits culturels, mais je vais parler exactement au même niveau de liberté culturelle. Les libertés culturelles sont des libertés instruites. Instruites de quoi? Nous allons voir. Nous sommes donc dans ce premier point, dans une approche droit de l'homme. Complètement droit de l'homme. Donc les droits culturels, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute, c'est à l'intérieur des droits de l'homme. Et c'est classique. C'est classique, mais c'est resté sous-développé. Alors l'approche droit de l'homme, je dois d'abord la rappeler ou la préciser, parce que contrairement à ce qu'on pense, elle est peu connue. Elle est peu connue
j'allais dire, même en France, patrie des droits de l'homme, mais vous n'êtes pas tout seul à partager cette ignorance générale, n'est-ce pas, de fait qu'une politique démocratique n'est légitime que dans la mesure où elle réalise l'effectivité de chaque droit de l'homme pour chacun. Donc on est loin du compte. Ce n'est pas simplement des politiques, ce n'est pas simplement une économie qui va respecter les droits de l'homme. C'est chaque droit qui, en lui-même, est capacité de citoyenneté. Le droit à la liberté d'expression, c'est le b.a.-ba de la démocratie, mais la liberté d'association aussi, mais la liberté de logement, de l'habitat aussi, c'est plus difficile à dire parce qu'il faut le réaliser. Tandis qu'on peut croire qu'il y a la liberté d'expression parce que vous avez une presse relativement libre, tandis que les gens qui sont dans la rue, évidemment, c'est plus difficile à cacher. Et c'est pourtant bien une objection de conscience à la démocratie. Et vous pouvez prendre le droit à la liberté de soins, vous pouvez prendre évidemment le droit à une alimentation adéquate dans tous les domaines, et à chaque fois vous avez un élément qui est fondateur, j'appellerais une grammaire de la démocratie. Une politique au niveau de l'agroalimentaire est une politique légitime dans la mesure où elle développe le droit à une alimentation adéquate, à la fois à l'interne pour les habitants de ce pays et à la fois dans des relations d'import-export. Voilà, parenthèse fermée. Dans une approche qui est dominante, c'est une approche besoin. C'est-à-dire on va satisfaire des manques. C'est une société de consommation, mais c'est aussi une société de service. Je ne suis pas ici dans un débat droite-gauche, je suis dans un débat fondamental en disant qu'est-ce que c'est la grammaire démocratie. On peut voir après un débat droite-gauche plus ou moins d'État, ce n'est pas le problème ici. La question aussi, c'est qu'effectivement, les droits humains pour chacune et chacun soient réalisés au mieux, dans la mesure du possible, bien entendu. Donc l'approche besoin tend à supprimer des manques, tandis que celle qui est basée sur les droits humains renforce des capacités. Vous voyez la différence? Un homme pauvre n'est pas quelqu'un qui n'a rien. Un homme pauvre est quelqu'un dont les droits sont violés. Un homme pauvre est quelqu'un qui a une richesse qui est méprisée. Il y a une richesse qui est gaspillée. Vous voyez la différence? C'est la nature révolutionnaire des droits de l'homme. Évidemment, on va enquister pour en faire facilement de la langue politiquement correcte et qu'on peut notamment exporter à l'extérieur. Mais en réalité, on est loin du compte. Ce qui veut dire que chaque homme, chaque femme est riche d'intelligence, riche de savoir, ce qui est le b.a.-ba de la démocratie, mais que ce que nous ne savons pas bien faire, et c'est normal parce que c'est le plus difficile, c'est connecter tous ces savoirs. Et en l'occurrence ici, écoutez l'homme qui est la femme, la famille qui est dans une situation d'extrême pauvreté, parce que dans cette situation-là, quelqu'un qui est en situation de grande pauvreté, il est le témoin de tout ce qui dysfonctionne dans une société. Donc il est clair qu'on n'a pas trop envie d'écouter. Parce que ça, déjà à titre individuel, si vous voyez un clochard dans la rue, ça vous met pas à l'aise, quoi. Et donc, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on sent bien que c'est infiniment complexe, c'est pas simplement quelqu'un qui a besoin d'un sou, c'est donc tout un élément, et qu'on soit là à titre privé, qu'on soit là à titre d'une organisation, d'une association, évidemment que la réponse, une forme de réponse, n'est pas simple. Donc, comment collecter ces savoirs? Je dis bien ici les savoirs, principalement. Parce qu'il est facile de constater que quelqu'un a faim, il est facile de constater que quelqu'un est mal soigné, il est facile de constater que quelqu'un peut être censuré, et là on relève les droits fondamentaux, mais il est clair que la réponse à donner, elle, n'est pas simple. Pourquoi? Parce que dans une approche droit humain, on va prendre la complexité de l'ensemble des droits qui sont ensemble interconnectés. Alors, je n'en dis pas plus sur cela. Et ce qui me donne ici concrètement une approche personnaliste. Je ne mets pas la personne au centre, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable si vous êtes au RSA, par exemple, de vous trouver devant une chaise avec des gens qui vont juger si vous avez encore droit à une allocation, n'est-ce pas? Et vous êtes au centre, effectivement. Ou si vous êtes un enfant ou une famille au centre d'un système social qui va aussi vous évaluer. Oui.
Et donc, ce n'est pas la personne qui est au centre, ça c'est un langage un peu moraliste, c'est les relations interpersonnelles. On n'est pas ciblé sur l'enfant, on est ciblé sur la relation parent, enfant, cousin, tout ce que vous voulez. C'est ça le tissu social. Ce qui n'est pas une approche collectiviste ou la collectivité, qui n'est pas non plus une approche individualiste, mais qui est une approche interpersonnelle. Tout droit de l'homme indique une relation de droit, une relation de liberté, une relation de responsabilité, mais entre plusieurs personnes qui se répondent. Et c'est cette répondance qui nous intéresse. Comment est-on capable de répondre aux droits d'autrui? Les droits de l'homme ne sont pas d'abord des droits individuels, moi je revendique. Les droits de l'homme naissent quand on est en face d'une injustice et qu'on voudrait réagir. Les droits de l'homme, c'est d'abord, disait mon maître Emmanuel Levinas, les droits de l'homme, c'est d'abord le droit d'autrui. Comment vais-je lui répondre? Et c'est aussi le mien, comment je vais répondre à mon propre droit, c'est-à-dire comment est-ce que je vais devenir plus intelligent pour pouvoir assumer cela. Donc vous avez des personnes, et vous n'avez pas un dialogue entre l'État et le marché, comme on dit, oui, ou entre les... Vous avez toujours un dialogue entre des personnes, et nous avons les trois casquettes. Nous sommes des citoyens, donc des acteurs publics, pas seulement si vous êtes fonctionnaire d'une collectivité publique, mais nous sommes citoyens parce que nous avons voté, parce que nous payons des impôts, parce que nous avons le droit de manifester, etc. Et parce que l'État, en démocratie, selon le mot de Dominique Schnapper, l'État, ça n'est rien d'autre que la communauté des citoyens. Donc, nous constituons cette communauté politique. Mais en même temps, nous sommes aussi associés, puisque nous faisons partie de différents types d'associations, des acteurs à but non lucratif, et en même temps, nous sommes tous des acteurs privés, parce que nous allons au supermarché, nous contractons des assurances, etc. Donc nous sommes dans des situations contractuelles et profitables. Voilà. Et donc cette approche tripartite est absolument essentielle pour éviter les dualismes, ou pour éviter un rapport État-individu, ou entreprise-individu. À chaque fois, c'est des personnes, et vous savez bien que ce qui est difficile dans la vie, dans les partenariats, c'est trouver la bonne personne dans la bonne position, qui en général a une durée de vie dans sa position de 4 ans. Il faut prendre 1 an et demi à 2 ans pour la trouver, puis après elle pense à aller ailleurs, donc on a plus ou moins 1 an et demi de collaboration possible. Ça, c'est la vie concrète. Dernier point de grammaire. Je prends grammaire parce qu'il s'agit toujours en démocratie d'écrire les libertés. Pourquoi on a besoin de les écrire? Parce qu'elles sont évanescentes. C'est tout ce qui est culturel de ce type, et là je parle de culture au sens de culture politique, de culture démocratique. Eh bien, c'est difficile les libertés, parce qu'il faut un éclair d'intelligence, il faut un éclair de liberté. Et quand vous avez des personnes qui sont capables de porter leur institution, leur bureau, leur association, leur entreprise, leur vie de quartier, etc., ça va tenir un certain temps, mais pas très longtemps, parce qu'elles vont s'épuiser. Et parce qu'il va y avoir un mauvais coucheur qui va faire tout ce qu'il peut pour éteindre cette liberté dérangeante. Et donc, à ce moment-là, il faut écrire. Comme un photographe qui va saisir une lumière, un peintre, et qui va l'arrêter pour pouvoir cela conserver. Donc, une constitution démocratique, une loi, c'est une écriture de liberté. Alors ici, on a ce vocabulaire qui est celui de la diversité culturelle qu'on réduit. C'est encore une notion infinie. Et là, je reprends cette question de grand principe, diversité culturelle. En France, des fois, on parle des Français issus de la diversité. Je pense que vous n'avez rien entendu plus bête que ça, hein, parce qu'on est tous issus de plein de diversités, de 1001 diversités de toutes sortes. Voilà. Et donc la diversité culturelle, ça veut dire diversité des savoirs, diversité des références, c'est d'abord la diversité qui est ici entre nous, c'est la diversité des personnes, qui est la première et la plus fondamentale. Et quand on dit la diversité des personnes, c'est la diversité à l'intérieur de nous-mêmes. Puisque nous avons une diversité de références et on n'arrive pas forcément bien à mettre tout ça ensemble. Je vais en dire un mot dans un instant sur l'identité. Mais ensuite, c'est la diversité des disciplines. Je prends discipline au sens assez formel et fort, je pourrais dire la diversité des domaines culturels. Voilà.
Si deux personnes qui viennent d'autres coins du monde, complètement différentes, mais toutes les deux partagent un même métier, il est clair qu'ici, le lien de métier, par exemple, ou de passion, peu importe quoi, un lien d'amour, eh bien, va traverser leurs autres diversités. Mais à l'intérieur de ces métiers, vous avez de nouveau une très grande diversité. Prenez une discipline au sens artistique, ou une discipline au sens scientifique ou académique, eh bien, il est clair qu'il y a une diversité d'écoles, une diversité d'approches, une diversité d'acteurs, et qui est extrêmement importante. Voilà. Prenez au niveau d'une religion, vous n'avez pas d'un côté des catholiques, des chrétiens et des musulmans, vous avez des chrétiens qui sont beaucoup plus proches de certains musulmans que de leurs voisins qui vont dans la même église. Et on comprend pourquoi, parce qu'il y a des valeurs fondamentales qui, quand elles sont vécues à un certain niveau de profondeur, touchent de l'universel. C'est une grande affaire. Donc la diversité culturelle, c'est à la fois un éclatement qui est infini, diversité entre les personnes, diversité entre les disciplines, et évidemment diversité entre les milieux, tout ce qu'on pourrait appeler des écosystèmes culturels, hein, mais diversité interne à chacun de ces domaines. C'est une proposition pour ajouter un quatrième cercle, peu importe ici. Mais en même temps, ce n'est pas une dispersion, ce n'est pas décourageant. Pourquoi? Parce que l'hypothèse, c'est que plus vous aimez la forêt, par exemple, plus vous êtes sensible à plein de choses. Plus vous pouvez devenir sensible à la poésie, ou à la peinture, ou à la photographie, ou à l'agriculture, ou à que sais-je, à la vie de famille. Et donc à ce moment-là, l'enfouissement, l'enracinement, j'aime pas trop parce qu'on n'est pas des plantes. Enfin, pour la forêt, ça peut jouer. Pour la plongée, si vous voulez, dans un émerveillement spécifique à un domaine culturel, vous fait toucher du doigt quelque chose qui est tellement proche que c'est universel. Et c'est quand même ça le grand espoir de l'émerveillement ou de ce que j'ai appelé tout à l'heure la puissance culturelle. Donc un dernier petit point, vous avez un sujet de droit qui est un porteur de droit, vous avez quelqu'un qui doit lui répondre, qui peut être aussi lui-même, et vous avez un objet. Cet objet, c'est toujours une relation. L'alimentation, c'est une relation. L'association, c'est une relation. Donc ce ne sont pas des biens de consommation. C'est des relations entre des libertés et des responsabilités. Si vous voulez développer ce domaine, vous pouvez trouver sur Internet ce petit bouquin. Hein, il est libre, souveraineté et coopération, vous tapez ça, vous le trouvez. Alors, maintenant, le cadre juridico-politique du système des droits de l'homme, vous savez que après la déclaration de 1948, vous avez l'article 26 qui désigne le droit à l'éducation, suivi de l'article 27 qui est le droit de participer à la vie culturelle, donc les deux droits culturels en gros qui sont définis dans la déclaration, suivi de l'article 28 qui est le droit de participer à un ordre tel que les droits de l'homme soient réalisés, c'est-à-dire en gros un ordre démocratique. Donc vous voyez la progression. Après la déclaration de 1948, au lendemain de la guerre, vous avez la division Est-Ouest, guerre froide, et vous avez les pays de l'Ouest qui défendent une approche libérale, dite les droits civils et politiques, le moins d'État possible, parce qu'on ne veut plus d'un État qui va censurer, d'un État fasciste, d'un État totalitaire, donc on défend les libertés individuelles. Et vous avez les pays du bloc de l'Est de l'époque qui défendent un État social en disant, selon la vieille critique de Marx sur la Révolution française avant, qu'est-ce que c'est que les libertés bourgeoises? C'est les libertés du renard libre dans un poulailler libre. Autrement dit, si vous n'avez pas, y compris les savoirs, si vous n'avez pas l'argent, si vous n'avez pas le travail, eh bien vos libertés, elles ne valent rien du tout, vous n'êtes pas capable de les réaliser. Donc ça, c'était le bloc Est-Ouest qui s'est doublé des non-alignés, qui s'est doublé du bloc Sud, mais le bloc Sud est revenu beaucoup sur le bloc Est, hein, avec l'idée que dans beaucoup de pays africains, nouveaux, décolonisés, officiellement,
officiellement du moins, disant les libertés civiles, liberté d'association, c'est un luxe. Nous, on a des populations qui ont faim, donc il faut d'abord nourrir la population. Mais pour nourrir la population, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la plupart du temps? Ils n'ont pas entendu ce que disaient les paysans. Et ils ont imposé des cultures industrielles. Et donc à ce moment-là, on démontre quoi? C'était pas très difficile à démontrer, mais il fallait le faire. Qu'un droit de l'homme, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, qui met en jeu directement la dignité humaine. Donc il n'y a pas de hiérarchie entre les droits. Ils sont tous à ce niveau-là, et ils sont tous interdépendants. L'économiste indien, prix Nobel d'économie, le premier à démontrer dans sa thèse qu'en Inde, il ne pouvait pas y avoir de famine dans un pays qui respectait la liberté d'expression. Il ne pouvait pas avoir de famine, pourquoi? Parce que le savoir, il est là, partout. Et si vous voulez imposer quelque part d'un pouvoir qui forcément n'a pas tous ces savoirs, eh bien vous faites un énorme gaspillage. La pauvreté est avant tout le résultat de gaspillage, et non pas d'un manque de ressources qui serait là, mais c'est un gaspillage de ressources existantes. Donc, après la déclaration de 1948, on a donc été obligé de faire deux pactes différents pour que les pays avancent, et donc on a fait le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et celui relatif aux droits civils et politiques, en espérant que petit à petit, tous les États allaient ratifier les deux pactes, et qu'on arriverait donc à une conception universelle des droits de l'homme. Théoriquement, c'est-à-dire les pays ont ratifié, la plupart ont ratifié les deux pactes, pas les États-Unis, qui est le pays le plus sous-développé dans ce domaine-là, du droit international, il faut le rappeler, mais la plupart ont ratifié les deux pactes, mais ça ne veut pas dire qu'ils les connaissent et qu'ils les appliquent. Je rappelle pour la petite histoire que pendant le débat au Sénat et au Parlement pour l'adoption de l'article 103 de la loi NOTRe, à peu près aucun député ne savait, ou en tout cas n'a exprimé que le droit de participer à la vie culturelle était déjà un principe contraignant pour la France, puisque c'était dans l'article 15 du pacte. Voilà. Et donc on est allé chercher la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui ne dit pas un mot sur le droit culturel pour fonder ça. Chercher le bricolage, avec tout le respect des trois sénatrices qui ont poussé ça, avec vigueur, force, enthousiasme, et de toutes celles et tous ceux qui ont réussi. Mais c'était juste pour dire que, on dit en France patrie des droits de l'homme, mais on ne les connaît pas bien. Hein. On voit la déclaration de 89 comme un leitmotiv, mais tout le travail qui se fait pour une démocratie beaucoup plus objective, plus forte, plus fondamentale, ici, il reste en panne. Pourquoi? Parce qu'il nous obligerait à avoir une approche beaucoup plus normative, avoir un socle de démocratie beaucoup plus élevé dans un débat où les gens pensent que c'est plus facile d'avoir un débat idéologique parce que ça permet chacun de garder ses pouvoirs et d'avoir un adversaire à affronter, qui est plus facile à affronter en mots que les problèmes concrets sur le terrain des gens qui sont en souffrance. Alors, je dis ça pour la France, mais je dis ça pour la Suisse, hein, je dis ça pour tous les pays, vous avez bien compris. Donc, vous avez ici ces deux éléments, je passe vite pour indiquer cette construction de droit international. Ici, je le dirais en termes de sécurité, on peut parler de sécurité alimentaire, etc. On peut parler de sécurité culturelle, c'est beaucoup plus difficile, parce que sécurité culturelle, il y en a qui l'ont interprété comme purification ethnique. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut dire. Hein. Sécurité culturelle, ben, c'est quand on parle de laïcité, puisque le sujet est en question. Qu'est-ce que c'est qu'une laïcité ouverte et hospitalière? Qu'est-ce que c'est que d'accepter qu'il y ait des endroits qui soient soumis à un fondamentalisme qui n'est pas seulement le fondamentalisme religieux, celui-là n'est qu'une excroissance de bien d'autres qui ne sont pas forcément religieux, qui peuvent être des fondamentalismes politiques, idéologiques, voire à l'intérieur d'universités. Vous avez des chapelles idéologiques qui sont absolument désastreuses. Vous pouvez l'avoir à l'intérieur d'entreprises aussi. On a des combats sur la responsabilité des entreprises à l'égard des droits humains, mais les idéologies auxquelles on s'affronte sont vraiment effarantes, effrayantes et meurtrières sur le terrain. Donc c'est une approche qui la sécurité culturelle, ça veut dire que chaque homme, chaque femme, en étant alphabétisé dans plusieurs langues, pas seulement au sens des langages, mais
de plusieurs expressions, notamment artistiques, mais aussi scientifiques, avoir un niveau de connaissance scientifique suffisant pour ne pas être soumis au discours créationniste, par exemple, ou à d'autres discours superstitieux, tout ce que vous voulez. Eh bien, on a besoin d'avoir cette sécurité-là qui fait que chacun peut se trouver en confiance. Alors, le grand changement de paradigme, je me dépêche un peu, 2001, parce que jusqu'à présent, les droits culturels étaient restés très sous-développés. Parce qu'on avait considéré que c'était quelque chose de moins important que d'avoir droit à manger, d'avoir un toit, de ne pas être torturé. Et on n'avait pas saisi que, justement, la culture, c'est au cœur de toutes les libertés. Que si vous n'avez pas un savoir, ben vous n'avez pas les savoirs nécessaires. Pas seulement des savoirs pratiques, bien sûr, où sont les choses, mais aussi des savoirs sur votre propre identité, sur votre propre dignité. Eh bien, vos droits, vous pouvez toujours, et ça reste un horizon inatteignable. Voilà. Le grand changement 2001, la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Avant, tout ce qui était diversité culturelle était un obstacle à la modernité, au grand marché, au libéralisme, à la démocratie, aux droits humains. Et à partir de 2001, officiellement, bien entendu, la diversité culturelle, c'est le patrimoine commun. Donc on doit aller chercher l'universalité, non pas dans un discours qui est comme ça, qui tomberait du ciel, ou de l'Occident, qui lui-même est tombé dans on ne sait pas quel chapeau, mais on va chercher l'universalité partout. Dans la diversité des bidonvilles, aussi bien que des superbes réalisations, dans la diversité des villes, des campagnes, des paysages, dans la diversité des recherches, des industries, des techniques, des danses, des constructions politiques, voilà. Dans la diversité aussi des camps de concentration et des guerres. Et on va chercher des prisons. Et on va chercher l'universalité de l'homme qui crie, de l'homme qui souffre, de l'homme qui désire et qui aime, dans cette diversité qui en est sa richesse. Je ne développe pas tout ça, ça serait pour long, je prends simplement un type économique, un exemple dans le domaine économique. On a dit que c'était l'économie qui dominait, mais ça n'est pas vrai. Dans l'économie classique libérale, qu'est-ce qu'on dit? C'est la multiplicité des propriétaires qui fait la multiplicité des libertés. Aujourd'hui, on n'est pas en situation de libéralisme économique. On est en situation de capitalisme anarchique ou sauvage. Ce qui n'est pas pareil. On détruit des petites entreprises, on fait des oligopoles, n'est-ce pas, et des monopoles, et de tous les domaines, et qui fait que vous avez une masse individualiste qui devient consommateur international, qui consomme les mêmes produits dans les mêmes enseignes. Ce n'est pas du tout du libéralisme. Le libéralisme est lié à la multiplicité des initiatives économiques. Oui, petite. Et donc, la notion même de marché, ici on est dans un marché, la notion de marché, c'est véritablement celle des échanges entre des hommes et des femmes et leurs acteurs qui disposent de véritables libertés économiques. Voilà. Parenthèse fermée, j'y reviendrai si ça vous intéresse. On a réussi en 2001 à mettre l'article 5 sur les droits culturels dans la déclaration. Dans la convention, on a oublié droit culturel, on est revenu à l'aspect industrie culturelle, donc on a rétréci le champ et on n'a pas gardé l'ouverture de la déclaration, mais on espère qu'avec le temps, on arrivera à ouvrir l'interprétation de la dite convention. Et puis, au Conseil de l'Europe, juste un élément, on a pu rédiger et faire adopter une convention sur... Convention 4 sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement des conventions de protection du patrimoine, on a inscrit le droit au patrimoine en tant que droit de l'homme. Donc un patrimoine n'est pas quelque chose de sacré, de national comme tel, ce qui compte là encore c'est le lien entre des hommes et des femmes qui reconnaissent dans un patrimoine une ressource culturelle donc il convient de développer d'une façon transversale. En 2007, on développe la déclaration de Fribourg, on la publie après pas mal de travail, on a commencé en 91, et c'était une deuxième version, et aux Nations Unies, on a pu faire contribuer à l'adoption d'une observation générale sur les droits culturels qui reprend en grande partie les thèses de la déclaration. La déclaration est un texte société civile, il n'est pas officiel, mais il est utilisé transversalement dans tous les débats au niveau international.
La ville de Mexico, Mexico City, est devenue il y a 4 ans un État du Mexique, a utilisé nos textes pour la constitution de son État. C'est 26 millions d'habitants pour une cité. Oui, on n'est pas seul en France. Voilà. Et elle a repris aussi 2 ans plus tard pour la formulation de sa loi sur la culture. Pour vous donner un exemple parmi d'autres. Et puis on a pu contribuer dans la négociation à la création d'un ordre d'experts indépendants dans le domaine des droits culturels. Et en France, pas besoin de le dire ici, vous savez ce qu'il en est. Alors, un petit mot maintenant, mon deuxième point sur, avec Augusto Giacometti, le cercle des couleurs, le cercle chromatique classique, que je vais utiliser pour la suite de mon speech. Voilà. Augusto, qui est l'oncle d'Alberto, que vous connaissez. Et pour indiquer ici toute cette diversité de références culturelles. Ma grande question, c'est pourquoi on n'ose pas parler de pauvreté culturelle? Pourquoi on n'ose pas regarder cette dimension de la pauvreté, qui est la dimension sans doute la plus dure, la plus humiliante, et qui permet, si j'ose dire, qui bloque des situations de pauvreté durable. Et on n'ose pas en parler parce que c'est un peu normatif. On n'ose pas dire, tiens, moi je suis riche, au nom de quoi tu peux penser que quelqu'un est pauvre ou que quelqu'un n'a pas de culture. Et pourtant, dans nos langages publics, on parle de désert culturel, on a bien entendu. Alors on n'ose pas dire que des gens sont sans culture, mais on ose dire que des gens qui n'ont pas accès à une offre culturelle suffisante sont en situation de désert culturel, ce qui est quand même grave. Alors que ils vivent à côté d'une forêt, de champs, de villages formidables, ils ont une richesse culturelle peut-être extraordinaire, peut-être qu'ils ne la connaissent pas, peut-être qu'ils sont en situation de pauvreté culturelle, mais c'est pas de l'extérieur qu'on peut le dire, encore faut-il aller observer, aller écouter, de façon patiente et forte, et comment dire, et avec une grande recherche d'empathie. Donc quelqu'un qui est pauvre et quelqu'un qui est amputé des moyens d'accéder aux ressources culturelles, soit parce qu'effectivement il est dans une famille où on ne sait pas bien lire et écrire dans tous les sens du terme, où on ne connaît même pas ses antécédents. Dans une partie de Lyon, une assistante sociale médiatrice culturelle qui s'occupait d'un groupe d'une quinzaine d'adolescents émigrés du Maghreb, donc de 2e génération, qui disait qu'aucun de ces jeunes ne connaissait l'histoire de ses parents. Et elle avait les larmes aux yeux en disant cela, parce que ça veut dire qu'il y a un vide identitaire. Et ça, c'est vraiment une pauvreté culturelle. Parce que sur ce vide identitaire, vous ne pouvez rien construire. Et vous êtes à ce moment-là en situation d'insécurité culturelle, c'est-à-dire que vous pouvez être la cible des gens qui ont des identités culturelles prêtes à porter. Et donc très, très enfermantes. Quelqu'un qui est désœuvré. Quand vous allez dans des quartiers de grande pauvreté, vous avez des gens qui n'ont rien à faire, ils sont désœuvrés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le contact avec des œuvres riches. Une œuvre riche, ça peut être un fruit. Une œuvre riche, ça peut être un livre. En Afrique, on voit des écoles où il n'y a pas de livre, où ils partent en lambeaux parce qu'ils ont déjà fait 3 générations. Et vous mettez un beau livre dans les mains de quelqu'un, il change de posture et l'acte éducatif, l'école elle-même prend tout d'un coup de la dignité. Et quelqu'un qui n'a pas d'œuvre dans les mains, qui ne touche pas des œuvres, et quelqu'un qui ne peut pas œuvrer, ouvrager lui-même, donc ce qu'il fait ne va pas être pris en compte par d'autres, ne va pas être reconnu par d'autres. Alors vous avez quelqu'un qui lui-même est comme s'il était amputé de tout ce qu'il pouvait faire. Il ne vaut rien, il ne peut pas être reconnu. Un droit culturel, c'est le droit de reconnaître et d'être reconnu. Pas de reconnaître, c'est de reconnaître d'autres personnes. Je les reconnais parce que je connais leur langage, je les reconnais parce que je reconnais leur façon d'être ou leur famille, c'est déjà quelque chose, tu vois. Mais je reconnais aussi parce que je reconnais ce qu'ils aiment. Oui, et à ce moment-là, je peux également être reconnu. Donc quelqu'un qui est sans référence digne, il est humilié. D'où cette définition de Daniel Sandave, que vous connaissez, donc une écrivaine française
Le don des morts, un livre sur la littérature. Ce qui sépare un homme cultivé d'un homme qui ne l'est pas, ce n'est pas seulement la possession d'un bien, c'est un chemin qui n'a pas été parcouru, un travail qui n'a pas été fait. Vous avez compris qu'on n'est pas ici dans l'accès à la culture. On est dans la réalisation de la puissance culturelle qui est en chacun et qui a besoin d'être reconnue par la puissance culturelle des autres. C'est là qu'on est au niveau droit fondamental. L'accès à la culture, c'est encore une approche soit consommatrice, soit bureaucratique. D'accord ? Parce que la culture, c'est beaucoup trop flou. Donc après, chacun peut la définir d'une façon ou d'une autre. Mieux, c'est un lien qui n'a pas été noué avec le monde, car la culture n'est pas seulement un trésor de connaissances et de jouissances, la culture est ouverture au monde, arrachement et construction de soi. Si donc la privation de culture sépare les hommes entre eux, si elle creuse entre eux un fossé, elle fait pire encore, elle les sépare et d'eux-mêmes et du monde. Je vous disais, on est au cœur de la jeunesse des libertés, c'est-à-dire on est au cœur de là où la paix se forme, la puissance de paix se forme, ou au contraire, la puissance, ou comme ça autrement, peu importe, mais de la violence se forme. Alors pourquoi ? Pourquoi on ne touche pas, on n'arrive pas à dire cette puissance de la violation des droits culturels comme étant une gravité extrême qui aggrave les autres violations? Alors on utilise forcément la culture dans les politiques culturelles, notamment au sens un peu étroit des beaux-arts et des patrimoines. Pourquoi ? Parce que dans un département, dans une administration, on est bien obligé de cloisonner, d'avoir un budget, un chef, une direction, un système de contrôle. Mais en réalité, la culture ne s'enferme pas de cette façon-là. L'activité culturelle est tous azimuts. Donc on est, avec l'UNESCO, obligé d'accepter une définition large, dite anthropologique, que vous connaissez. L'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, etc., qui caractérisent une société, un groupe social, et qui englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, etc. On a deux problèmes. On a un problème théorique, parce que vous voyez que c'est une définition collectiviste. Ici, la culture, c'est l'ensemble des traits qui caractérisent une société ou un groupe social. Et donc avec ça, on peut parler de la culture arabo-islamique par rapport à la culture française ou occidentale, ou je sais quel amalgame stupide et violent. En réalité, une culture de ce type, ça n'existe pas. Quand on parle des dialogues des cultures, c'est une ânerie. Vous avez déjà vu des cultures qui dialoguaient? C'est des hommes et des femmes avec leurs références culturelles préconnues qui vont entrer en dialogue. Oui. Amartya Sen, le même, disait l'UNESCO est tombé dans le piège tendu par Samuel Huntington quand il parlait du choc des civilisations, du choc des cultures, en répondant par le dialogue des cultures au dialogue des civilisations. Oui. Ce langage grandiloquent va d'un nuage à un autre, d'un fantasme à un autre. Il y a tellement de diversité. D'abord, le monde arabo-islamique, ça ne veut strictement rien dire. L'islam, c'est autre chose que l'arabité. L'arabité, elle est elle-même extrêmement diversifiée. Quant à l'Occident, ça ne veut strictement rien dire, puisqu'un Occident sans Orient, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une notion géographique qui ne peut pas tomber du ciel. Donc on peut parler des Pyrénées occidentales par rapport aux Pyrénées orientales, mais l'Occident tout seul, ça ne veut rien dire. Et on a une diversité dans nos pays. Alors on peut parler de l'Europe occidentale, l'Europe orientale, et là on peut définir des aires géographiques concrètes qui elles-mêmes sont bien diversifiées. Donc ça c'est un problème. Et puis le deuxième problème, c'est que justement la culture est un sujet. Or pour nous, en droit de l'homme, les sujets c'est les hommes et les femmes. Et j'ajoute, et leurs acteurs, puisqu'on se met ensemble pour défendre nos libertés. Donc dans l'article 2 de la définition de la déclaration de Fribourg, on a repris évidemment la définition large, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, pourquoi? Parce que si on va au théâtre, c'est pas simplement pour passer un bon moment. Si on va au théâtre, c'est pour apprendre à vivre, à aimer, à rouspéter, à réagir, à réfléchir. On a à apprendre à voir comment son corps bouge quand un acteur ou un ensemble d'acteurs arrive de le faire bouger. Et la même chose, si vous découvrez la peinture, c'est pour vous bouleverser, c'est pour apprendre à aimer vos enfants, c'est pour apprendre à voir. Et vous prenez n'importe quel art, eh bien, c'est pas simplement une activité comme telle qui serait en soi, mais c'est une activité qui s'enfuit, qui va prendre ses racines dans la cuisine, dans l'habitat, dans les modes de vie, dans la tendresse.
Et vous pouvez dire la même chose de Paris-la-Forêt tout à l'heure. Si vous faites vous découvrez une ouverture scientifique sur le corps humain, sur la biologie, sur les astres, sur la physique, etc., mais vous avez un émerveillement qui va vous habiter, et une connaissance du toucher des choses qui est directement sensuelle. Et donc le travail culturel, il a forcément cette puissance s'il est multisensoriel, multidimensionnel. Sinon, on coupe, on capte et on stérilise. Alors le problème évidemment politique, ici, c'est le problème concret. Comment est-ce qu'on fait en politique avec une définition si large? Comment on peut la maintenir? Donc la solution démocratique, c'est de dire approche basée sur les droits de l'homme. Parce que ici, c'est l'être humain qui a cette multidimensionnalité. Vous ne pouvez pas la gérer comme ça dans une vision holistique, c'est pas possible, parce que personne ne peut tenir le tout, il est infini. Et dans chaque être humain, vous avez une connexion de ces diverses dimensions. Et quand parfois on appelle dans un langage ordurier un groupe de personnes, on les appelle non publics, ce qui est quand même une ordure, ce qui est quand même une injure, n'est-ce pas, par rapport à un théâtre qui n'est pas capable d'accueillir ces gens-là. Autrement dit, c'est le théâtre qui n'est pas public, et ce n'est pas ces gens qui sont non publics, mais ou qui sont empêchés. Ça veut dire des gens qu'on n'a pas réussi à reconnaître, à aller chercher, à entendre. Eh bien, on va aller dans ce groupe de personnes et se demander quelle est leur puissance culturelle. Quelles sont leurs capacités culturelles et aller travailler à ce moment-là avec elles. Vous voyez, c'est à la fois hyper classique, ça n'est rien de neuf, et à la fois c'est, j'allais dire, un reverdissement, je ne sais pas comment dire, une refondation, en toute humilité, vous avez compris, et l'humilité est ma première qualité, et il s'agit de revenir aux sources. Les ressources, c'est quoi? C'est la sensibilité humaine, en comprenant bien que notre intelligence est dans nos sens, et que nos libertés se font comme ça, de personne à personne, mais aussi de personne à chose, de personne à matière. Alors une définition qui, cette fois-ci, paraît très, très pratique et très précise dans les derniers textes de l'UNESCO, dans la déclaration comme dans la Convention. Une activité est culturelle dès lors qu'elle ne se réduit pas à une production, mais contribue à la communication en tant que porteuse d'identité, de valeurs et de sens. Donc vous avez le sens spécifiquement culturel, on pourrait dire circulation du sens. Ce qui veut dire que vous avez des activités qu'on peut appeler spécifiquement culturelles, comme une activité théâtrale ou de danse ou de musique, mais il est clair que il est nécessaire de considérer la dimension culturelle des autres activités. Dans le domaine du travail, si votre travail n'est pas une activité culturelle, vous avez un problème. Vous êtes aliéné. Oui. Donc c'est quand même dans son métier qu'on va développer des savoirs, qu'on va contribuer au partage, au croisement des savoirs. Et la même chose, si vous vous nourrissez parce que vous n'avez pas le temps, vous nourrissez vos enfants simplement dans la fast-food, alors à ce moment-là, vous avez un problème parce que vous avez une alimentation qui n'est pas adéquate du point de vue culturel, sans doute aussi d'autres points de vue, mais en tout cas du point de vue culturel. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous pouvez avoir à la fois une dimension, et c'est ça la dialectique intéressante et importante pour nous à titre individuel, mais aussi à titre politique, et de tenir à la fois la spécificité, non pas du domaine culturel, mais des domaines culturels,